Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, c'est Pascal des études de neutralité. Ce soir, je suis rejoint par le professeur Drive, Dr. Wolfgang Strick. Je suis particulièrement ravi car je considère le Dr. Strick comme l'un des meilleurs analystes politiques et sociaux de notre époque en Allemagne. Dans le monde universitaire, le professeur Strick est aussi élitiste qu'il vienne. Il a été le directeur de l'Institut allemand Max Planck pour l'étude des sociétés. Il a publié de nombreux articles et livres qui examinent la relation entre la société et la politique. Par exemple, il a écrit Acheter du temps, la crise retardée du capitalisme démocratique et comment le capitalisme va-t-il finir? Essai sur un système en échec. Plus récemment, il a publié Démocratie au travail, contrat, statut et justice post-industrielle. Il est également un fervent critique de la bellicosité européenne et transatlantique. Aujourd'hui, nous voulons discuter de la position de l'Allemagne dans la guerre par procuration en cours en Ukraine. Je considère cela comme le dernier exemple de la stupidité européenne. Cependant, je veux entendre toutes ces pensées. Alors, professeur Strick, merci beaucoup de me rejoindre. Merci de m'avoir invité. Professeur Strick, vous avez récemment écrit un article pour le magazine autrichien International. Dans cet article, vous avez vivement critiqué le nouveau concept allemand de Zeitenwende. Ce terme a été introduit par votre chancelier, Olaf Scholz. Vous l'avez décrit comme marquant la fin de la coexistence pacifique. Pourriez-vous expliquer ce que Zeitenwende signifie pour l'Allemagne ou pour ceux qui soutiennent cette idée? Pourriez-vous également partager vos critiques de ce concept avec notre public international? Vous voyez, l'Allemagne d'après-guerre était caractérisée par le pacifisme. Il y avait une croyance commune que les guerres causent plus de mal que de potentiels bénéfices. Le besoin primordial en politique et en politique internationale était de prévenir les guerres entre les pays à nouveau. Cette attitude a été très influente pendant les périodes de Willy Brandt et même d'Helmut Kohl. Cependant, ce sentiment semble s'être rapidement évaporé ces dernières années. À la surprise de beaucoup, l'Allemagne est devenue un membre actif de l'Alliance occidentale dans le conflit ukrainien en moins d'un an. Si vous voulez comprendre ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, vous devez prendre en compte ce changement d'attitude significatif envers l'armée et la guerre. C'est l'aspect clé associé à la Zeitenwende. Pouvez-vous nous donner une idée de l'ampleur de cette tendance vers le militarisme? Je fais référence aux chiffres, y compris le nouveau budget qui a été établi pour soutenir l'économie de guerre. Oui, vous savez, ils sont très doués pour ça, cette chose de 100 milliards. C'est maintenant considéré comme presque insignifiant par rapport à ce qu'ils croient avoir besoin ou ce qu'on leur dit qu'ils ont besoin. Alors, nous entendons maintenant que ce budget doit être triplé. C'est à peu près les 2/3 du budget fédéral pour une année. Bien sûr, quand il s'agit d'armement, il faut un certain temps pour décider ce que vous voulez acheter et à qui vous voulez l'acheter. Les ingénieurs allemands veulent toujours acheter le meilleur équipement possible disponible. Donc, cet argent a à peine été dépensé à ce stade. Ce n'est pas surprenant car une partie de celui-ci est utilisée pour acheter, par exemple, 35 F-35. Pourquoi 35? Je ne sais pas. For example, 35 F-35s. Why 35? I don't know. The thing is called F-35. L'avion est connu sous le nom de F-35, qui est le dernier bombardier de chasse américain. Il pourrait être disponible dans environ 3 à 5 ans, voire même plus longtemps. On prétend qu'il coûte 8 milliards d'euros, mais en réalité, je pense que le prix devrait être doublé. L'Allemagne, pendant une période significative après la guerre, n'était pas une puissance nucléaire. C'est parce qu'au début des années 1960, sous une forte pression des États-Unis, elle a signé le traité de non-prolifération nucléaire. En retour, les États-Unis ont renoncé à certains des pouvoirs qu'ils détenaient depuis 1945, depuis l'occupation. L'entente était que les États-Unis utiliseraient leurs armes nucléaires pour défendre l'Allemagne en cas de guerre avec ce qui était alors l'Union soviétique. After this, there was always the question whether the United States would use their nuclear arms to defend Germany. Pour rassurer les Allemands, bien qu'ils n'aient jamais été vraiment rassurés, l'idée que les Américains sacrifieraient, par exemple, la ville de New York pour Berlin était assez bizarre. Ce qui a ensuite été proposé,
Et ce que les Allemands étaient prêts à accepter, était la soi-disant participation nucléaire des Allemands. Cela signifiait essentiellement qu'ils achèteraient des avions américains, et les Américains stationneraient leurs bombes nucléaires sur le sol allemand. Ils donneraient ensuite l'ordre à la force aérienne allemande de transporter ces bombes vers des lieux désignés par les États-Unis, juste au cas où. On parle de cela comme ayant une petite capacité nucléaire, mais de manière très limitée. Mais surtout, l'Allemagne a un veto nucléaire en ce sens. L'Allemagne peut dire « Nous n'utilisons pas ces armes. C'est parce que nous n'allons pas les y envoyer. » Yeah, I'm not so sure because no, I think the details of this deal. En fait, je crois que les détails de cet accord sont flous. Nous ne savons tout simplement pas. Cependant, ce que nous savons, c'est le décompte officiel de ces appareils situés en Allemagne. C'est un nombre à 2 chiffres, environ 60 ou 70. Nous connaissons également l'emplacement des avions actuels, les Tornades. Mais nous ne connaissons pas la liste des cibles exactes. D'accord. Laissez-moi profiter de cette occasion pour vous interroger sur le danger très réel d'une escalade nucléaire en Europe. Pendant la guerre froide, il était assez clair, en particulier pour les Allemands, qu'une guerre nucléaire limitée pourrait signifier la fin de la nation allemande. Cette guerre impliquerait probablement des armes nucléaires tactiques. Le conflit serait probablement entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, ce qui pourrait conduire à une destruction totale. L'Europe serait le principal champ de bataille. L'Europe serait probablement anéantie avant que Moscou et Washington ne commencent à s'attaquer mutuellement. Les satellites de ces pays se détruiraient probablement mutuellement. Cela a été bien compris. C'était l'une des forces motrices derrière la désescalade des armes et l'Ostpolitik sous Willy Brandt. L'objectif était de désamorcer la situation sur le théâtre européen. Cette idée était très répandue à l'époque, tant sur le plan politique que parmi le grand public. Maintenant, en 2023, il semble que l'Allemagne, en particulier les anciens militants pacifistes, les Verts, sont très confiants qu'une telle situation ne pourrait jamais se reproduire. Ils pensent que c'est absurde. Comme vous l'avez mentionné dans votre article, ils sont plus préoccupés par les dangers des centrales nucléaires que par les bombes nucléaires. Pourquoi cela? Comment ce changement de perspective a-t-il eu lieu? Oui, si seulement je savais. Nous ne pouvons que spéculer à ce sujet. Vous avez raison, demain ils fermeront les dernières centrales nucléaires restantes. Cependant, en Allemagne, il est totalement interdit de discuter même des effets secondaires de l'utilisation d'armes nucléaires tactiques dans la guerre en Ukraine. Tout le monde ici est toujours terrifié à cause de Tchernobyl, qui est essentiellement en Ukraine. S'ils commençaient à utiliser des armes nucléaires de champ de bataille, les retombées se répandraient à travers l'Europe et nous n'en serions pas conscients. Ce sujet n'est jamais discuté. De plus, si vous deviez vraiment vous préparer à un tel événement, vous informeriez le public sur ce qu'il faut faire s'il se produit. Par exemple, vous pourriez distribuer des médicaments ou des comprimés d'iode. Mais personne ne discute même de cela. Je crois que la nouvelle génération de politiciens n'a pas connu la guerre. Peut-être que leurs grands-parents l'ont fait, mais ils ne les ont peut-être pas rencontrés, car ils auraient pu mourir avant 1945. Ces politiciens manquent de compréhension de la véritable nature de la guerre. Vous voyez, quand vous déclenchez une guerre, vous avez peut-être un objectif spécifique en tête. Souvent, ils pensent qu'il ne faudra que 3 ou 4 mois pour atteindre cet objectif. Cependant, les guerres durent généralement beaucoup plus longtemps. À la fin, personne ne se souvient de la raison originale du déclenchement de la guerre. C'est parce que les guerres ont tendance à se perpétuer elles-mêmes. Mais cette expérience est totalement absente de la nouvelle génération. Ils croient qu'avec les bonnes armes et la bonne motivation, la guerre peut être utilisée pour accomplir quelque chose de vertueux. Ils pensent qu'ils peuvent vaincre le mal et laisser le bien prévaloir. Pour y parvenir, ils sont prêts à prendre un risque incroyable que la guerre pourrait se prolonger indéfiniment. Actuellement, il est rapporté que 17 000 jeunes hommes ukrainiens sont morts sur le champ de bataille. La guerre devrait se poursuivre pendant au moins une autre année, selon les estimations américaines. Les armes utilisées sont devenues nettement plus grandes et plus efficaces. Il est possible qu'à la fin, 50 000 jeunes aient perdu la vie. Et la raison? Pour récupérer la péninsule de Crimée pour l'Ukraine.
Pour justifier un tel sacrifice, le récit de la guerre a été amplifié. Maintenant, il s'agit de vaincre un second Hitler, un fou au Kremlin. Cet homme voudrait prétendument commettre un génocide contre les Ukrainiens. Après cela, il est prévu qu'il envahisse les pays scandinaves, l'Allemagne et la France dans le but de les conquérir. Ce sont les histoires qui circulent. C'est de la folie. It is crazy, but this is crazy. I mean, C'est absurde. Je veux dire, l'idée est complètement folle. Comment tant de gens peuvent-ils croire cela? C'est totalement ridicule. De nombreux téléspectateurs de cette chaîne ne sont pas de l'Occident collectif. Ceux qui le sont, ont vu des choses incroyablement stupides. Comment pouvons-nous croire quelque chose comme ça? Ou comment une grande partie d'entre nous peut-elle y croire? Les affirmations deviennent de plus en plus absurdes. On s'attend à ce que nous croyions que la Russie tire sur ses propres prisons, détruit ses propres pipelines. C'est tellement idiot. Comment cela peut-il être possible? How is it possible? Yeah. Now, in a sort of more realistic way of the view of Oui, maintenant, d'un point de vue moraliste, il y a des empires du mal et aussi de bons empires. Vous voulez être du bon côté. Plus importante encore, je crois que cette histoire entière est complètement décontextualisée politiquement. Ce que les gens voient, c'est cet homme, Poutine, marchant vers l'Ukraine. L'histoire complète n'est pas seulement inconnue, mais elle est aussi considérée comme moralement irrélevante. De plus, si vous commencez à en discuter, vous risquez d'être étiqueté par le courant dominant comme un soi-disant « Poutine-Versteher », quelqu'un qui essaie de comprendre ce que fait Poutine. someone who tries to understand what this guy Putin is up to. Now, as a sociologist En tant que sociologue ayant étudié en profondeur Max Weber, je crois que la Verstehenssoziologie, ou sociologie qui comprend les motivations, est la base de tout. Il est crucial de comprendre pourquoi quelqu'un agit comme il le fait. Si nous ne le faisons pas, comme le suggère Weber, la seule option restante est de qualifier l'autre partie de mentalement inapte. C'est ce qui se passe maintenant. En même temps, on nous dit que malgré la folie de cette personne, elle n'est pas prête à utiliser son arme nucléaire. C'est une contradiction totale. This is an absolute contradiction. And the charge of being a Putin-Versteher, somebody who understands. L'accusation d'être un Poutine-Versteher, quelqu'un qui comprend et admire Poutine, vient souvent d'individus qui prétendent savoir exactement ce que Poutine désire, à savoir une conquête et une domination totale. Cependant, le double standard et l'incohérence de cette logique me sautent aux yeux, ainsi qu'à d'autres, et à vous aussi. Pourtant, une partie importante de la population ne voit pas cela. Pouvez-vous expliquer pourquoi, d'un point de vue sociologique, il est possible de créer un tel écran de fumée efficace? Smoke screen? Yeah, it's a particular pathology, and I would think that. See, if Il s'agit d'une pathologie spécifique. Les données d'enquête suggèrent que la majorité des jeunes ne sont pas en faveur de l'envoi d'armes lourdes en Ukraine. Cependant, parmi ceux qui s'intéressent à la politique, qui est un petit groupe parmi les jeunes, il y a une perspective différente. Ce groupe, qui vote généralement pour le FTP ou les Verts, croit en les négociations. Ils sont convaincus que les interventions de tiers, les garanties de sécurité, la neutralité et d'autres mesures similaires sont des options viables. Ce sont des sujets ouvertement discutés aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un consensus général que l'Ukraine ne reprendra pas le contrôle de la péninsule de Crimée après la guerre. Il est également largement accepté que l'issue de la guerre ne se traduira pas par l'adhésion officielle de l'Ukraine à l'OTAN ou à l'Union européenne. Il faut donc une structure fédérale qui offre une certaine forme d'autonomie aux régions russophones. Essentiellement, c'est probablement autour de cela que la guerre va tourner. Cependant, notre ministre des Affaires étrangères pense que le seul objectif moral de la guerre devrait être d'arrêter Poutine et de le traduire devant la haie. Il croit que Poutine devrait être jugé devant la Cour pénale internationale. Cette idée est complètement folle. Même si vous considérez Poutine coupable, à mon avis, vous pourriez aussi traduire George Bush Jr. en justice. Ils pourraient tous deux être accusés de violation du droit international, en ce qui me concerne. For this to happen, every reasonable human being can calculate how many. Pour que cela se produise, toute personne rationnelle peut estimer le nombre de victimes nécessaires, le cas échéant, pour que les forces allemandes ou ukrainiennes arrivent à Moscou et arrêtent Vladimir Poutine.
Cela nécessiterait la mort de millions de personnes. Par conséquent, ce n'est pas un objectif censé de cette guerre de faire comparaître Poutine devant un tribunal pénal international. De même, il n'est pas réalisable comme objectif de politique internationale de faire juger George Bush devant le même tribunal. Bush a trompé le Conseil de sécurité en prétendant qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, un fait que tout le monde savait être faux. On estime que le nombre de morts de la guerre en Irak se situe entre 800 000 et 1 million de personnes. 1 million people dying in the Iraq war. And Iraq Et l'Irak est toujours en ruine. still Oh, yeah, like, no, horrible, no. worse than before. No, La situation se détériore. Je prédis que l'année prochaine, lorsque la campagne électorale américaine commencera et que l'Amérique commencera à se concentrer sur des zones où elle a des intérêts significatifs, comme le Pacifique et la Chine, elle se retirera probablement et laissera l'Ukraine et l'Europe se débrouiller seules. Étant donné les circonstances actuelles, l'Allemagne prendra probablement les devants. Je prévois que les États-Unis se préparent progressivement à céder le leadership militaire de cette guerre par procuration à l'Allemagne, sous la pression de pays comme la Pologne et les États baltes. La France semble se contenter d'observer. Si cette guerre se termine de manière désastreuse, l'Allemagne sera probablement tenue pour responsable. On pourrait lui reprocher de ne pas avoir déployé assez de troupes, de ne pas avoir fourni assez d'armes et de ne pas avoir contribué suffisamment de fonds. Il existe déjà une notion selon laquelle l'Europe devra financer la reconstruction de l'Ukraine. Comme l'a déclaré Frau von der Leyen, l'Ukraine sera plus belle que jamais après la reconstruction. said it will be more beautiful than ever afterwards. You imagine Which- this cynicism. Vous savez, cela ne me dérangerait pas si l'Allemagne et l'Union européenne dépensaient des centaines de milliards d'euros pour reconstruire l'Ukraine. Ce serait une bonne utilisation de leur argent. En fait, ce serait une utilisation magnifique. Je les encourage à le faire. Le problème se pose lorsque ces fonds sont utilisés pour causer de la destruction. Si le but est de nuire à plus de Russes parce qu'il y a une croyance que les Russes doivent mourir, c'est là que le problème se trouve. Cela semble être la mentalité dominante en ce moment. You first have to sort of help them to continue the war. D'abord, vous devez les aider à poursuivre la guerre au lieu de chercher un règlement. Prenons l'Ukraine, par exemple. Je ne suis pas contre l'aide à un pays, même par des moyens militaires, s'il a été envahi par un autre pays. C'est tant que vous avez une certaine influence sur les objectifs de défense. La question est, à quel moment le gouvernement du pays attaqué sera-t-il prêt à dire qu'il a atteint son objectif et est ouvert à des discussions? Selon le gouvernement ukrainien, ils sont prêts pour des négociations à tout moment. Mais c'est seulement si les Russes évacuent chaque parcelle de territoire ukrainien qu'ils ont occupé depuis 2014. Ce n'est qu'alors que les négociations peuvent commencer. That means that's a recipe for unending continuation of the war. Now, if there was a reasonable prospect, Cela signifie que c'est la formule pour la continuation sans fin de la guerre. Maintenant, s'il y avait une chance raisonnable que cette guerre puisse être gagnée et qu'ils puissent atteindre cette situation, alors je serais favorable. Mais s'ils croient qu'ils doivent sacrifier tant de jeunes gens, leur mode de vie et leur ville à cette fin, alors je ne pourrais pas leur dire de ne pas le faire. Cependant, leur gouvernement semble être prêt à faire ces sacrifices pour un objectif complètement irréaliste. Et ensuite, on s'attend à ce que nous les aidions dans cela sans avoir notre mot à dire dans la détermination de l'objectif final de la guerre. what the final objective of that war is to. Yeah. Permettez-moi de le dire ainsi. Il y a un mécanisme psychologique en jeu qui m'intrigue. Peut-être avez-vous une certaine compréhension à ce sujet. C'est ce récit que nous entendons souvent en Occident, particulièrement en Allemagne, sur la nécessité de gagner la guerre ou d'offrir du soutien. Votre ministre des Affaires étrangères, Madame Baerbock, a même déclaré « Nous sommes en guerre ». Elle a utilisé cette phrase exacte. Il y a toute une psychologie autour de l'idée que nous devons accomplir cela. Mais bien sûr, ce ne sont pas nous qui combattons. Ce sont les jeunes hommes ukrainiens qui tuent de jeunes hommes russes. Ce sont eux qui meurent. Pendant ce temps, nous en Occident utilisons une rhétorique qui nous fait nous sentir bien sur notre vertu. Nous assimilons la vertu à l'envoi d'armes. Le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, a même déclaré « Les armes sont le chemin vers la paix ». Cette déclaration est grotesque, mais elle a du sens pour certaines personnes. It's absolutely, makes sense to some people. yeah, it's absolutely grotesque, and that aspect of it. Oui, c'est absolument révoltant. Cela révèle une sorte de cynisme particulier. Actuellement en Allemagne, les politiciens verts, qui sont maintenant étonnamment agressifs,
ont tous refusé de servir dans l'armée allemande. Ils sont objecteurs de conscience au service militaire. Aucun d'entre eux n'a jamais servi sous le système de conscription. Pourtant, ils parlent avec éloge de ces courageux Ukrainiens qui meurent pour nos valeurs. Cependant, ils nous assurent que nous n'enverrons jamais de troupes en Ukraine. Tout ce que nous envoyons, ce sont des armes et de l'argent. Ils rassurent l'électorat allemand que nous n'enverrons pas de troupes. Mais si ces Ukrainiens meurent pour nos valeurs, nous ne pouvons pas simplement les regarder mourir sans offrir d'aide. Si ce sont nos valeurs, alors pourquoi ne les rejoignons-nous pas? Oui, et je pense que c'est loin de la vérité. En se sacrifiant pour nos valeurs, ils ont gagné le droit d'être invités à rejoindre la famille européenne. To be invited to join the European family. This is going to backfire. Cela va se retourner dramatiquement. Vous savez, armer l'Ukraine jusqu'aux dents, et peut-être même inclure un système comme celui-ci dans le système politique actuel. Cela pourrait faire exploser l'Union européenne. We can already see